Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième émission spéciale qui est un Qui t'a fait toi sous la forme d'un entretien en 2 épisodes avec Michel Perrault. Michel Perrault, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Merci de m'accueillir. Et après notre première conversation, au cours de laquelle nous avons beaucoup parlé d'histoire et d'historiens, mais aussi un peu de politique, en rappelant que vous aviez été engagé d'abord dans ce qu'on appelle la gauche chrétienne progressiste, puis au Parti communiste, puis que vous avez quitté. On n'a d'ailleurs pas parlé, c'est peut-être le moment, de cette curieuse formation politique assez modeste, mais assez féconde, qui s'appelait le Parti socialiste unifié, c'est-à-dire le PSU. Vous y fûtes? Oui, absolument. Et l'entrée, le sas d'entrée, fut tribune du communisme. Comme chacun sait, le PSU s'est formé par la fusion essentiellement de l'UGS et du PSA. Hein, mais il y avait cette petite formation qui s'appelait Tribune du communisme, où il y avait des gens formidables. Il y avait François Furet, qui était très important pour nous, il y avait Popren, il y avait Serge Mallet, Olivier Revaud-Dallon, François Châtelet, Léo Zouf, et c'est comme ça que nous étions également entrés là. Il y en avait d'autres encore, mais je me souviens surtout de ceux-là. Et le rôle était justement de, en quelque sorte, récolter, rassembler les communistes dissidents depuis déjà un certain temps pour entrer dans cette nouvelle formation. Et nous avions beaucoup de réunions à Paris, je me souviens d'un dentiste qui nous hébergeait beaucoup. Voilà, enfin bon. Et on agitait beaucoup d'idées. Hein, et il fallait pondre des textes, il fallait pondre des textes nouveaux. Je me souviens que François Furet nous avait confié à Jean-Claude et à moi quelque chose sur l'enseignement. Et on s'était vraiment, on avait fait des efforts et il avait dit non, ça va pas du tout, c'est pas nouveau, ça va pas, c'est pas bien. Bon, on bossait, quoi, on bossait, voilà. Mais c'était, et après, naturellement, Tribune du communisme a disparu et on s'est fondu dans le PSU. Et en ce qui me concerne, et à peu près tous ceux que je viens de nommer, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je me souviens si bien d'eux, se sont retrouvés dans la 6e section du PSU, c'est-à-dire le 6e arrondissement. Hein. Et nous avions des réunions du côté du cimetière Montparnasse, dans la rue Froidevaux, je me souviens, et où là, se sont surtout, au bout d'un certain temps, affrontés Rocard, qui n'était pas tribune du communisme, il était, je ne sais pas si c'est l'UGS peut-être, hein, je ne sais plus. Il venait d'autres formations, et Rocard et Popren s'affrontaient, là, beaucoup. Et au début, j'étais plutôt pour Popren, et puis rapidement, j'étais très attirée par Rocard, et je suis devenue rocardienne. Alors là, tout à fait rocardienne, et je suis restée au PSU assez longtemps. Je crois que quand Rocard est parti, ça s'est espacé, j'ai laissé tomber. Voilà. Et alors, J'ai beaucoup milité à ce moment-là. Il y avait même un moment où il était secrétaire de notre, en plus que de la section, il était secrétaire important. Et il m'avait demandé de m'occuper de la Sorbonne, de la section Sorbonne du PSU. Donc vous voyez, c'était avant 68. C'était en 66, 67 ou 67, 68, quelque chose comme ça. un mot peut-être sur la nature de l'affrontement entre Rocard et Poprin, comme disait Mitterrand. C'est un affrontement d'ailleurs qui a duré pendant toute leur vie, à peu près, pendant les 40 ans ou les 50 ans qui ont suivi. Mais quelle était la nature de l'opposition entre le courant Rocard et le courant Popren? Popren était guédiste, en quelque sorte. Et il défendait
la ligne droite, l'importance du parti, l'importance des structures du parti, tandis que Rocard était beaucoup plus à la recherche de solutions nouvelles, beaucoup plus. Je me souviens surtout de cela, hein. C'était un peu une opposition, un peu, je dirais, entre les, pour reprendre le langage du 19e siècle, entre les guédistes et les possibilistes. Un petit peu. Oui. C'est un peu ça. Alors vous avez évoqué le moment où vous avez été chargé du PSU à la Sorbonne, un peu avant mai 68. Quel souvenir vous gardez de mai 68? Quel point marquant? Ah, moi, j'ai vécu ça avec beaucoup d'intensité, hein. J'étais assistante à la Sorbonne, hein, comme je l'ai dit tout avant, et j'étais très en contact avec les étudiants, etc. Donc, j'ai j'ai pas du tout vu venir les choses, pas du tout, hein. J'étais absolument prise de court comme tout le monde. Mais ensuite, j'ai participé à tout, les réunions, les manifs, l'occupation de la Sorbonne, où nous, les assistants, on avait d'ailleurs un rôle un peu ambigu parce que les professeurs nous demandaient de faire attention à leur centre de recherche, qui étaient les nôtres, au fond, et ce qu'on faisait bien volontiers. Ça voulait dire y coucher la nuit, on se relayait naturellement, pour veiller aux collections, qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y ait pas de destruction, etc., etc. Et puis, on était avec les étudiants. Il y avait d'innombrables réunions de toutes sortes, aussi bien sur la sexualité, il y en a pas tant que ça d'ailleurs, mais que sur la réforme des études. Alors là, il y en avait beaucoup, que sur la politique, sur les options. Enfin, la Sorbonne fourmillait absolument de choses. Donc, oui, un grand, grand souvenir. J'y ai passé mes jours et mes nuits, hein, à peu près, à la Sorbonne de 68. Et puis après, quand ça a été terminé, tristement terminé, hein, je dois dire, j'ai un souvenir sinistre de la réouverture des locaux avec les responsables du SNES-SUP à leur tête, qui au fond rétablissaient un peu l'ordre. Je me souviens de Guy Bois, qui était notre secrétaire à cette époque-là. Enfin, c'était pas gai du tout, du tout, du tout, du tout. Alors nous avons décidé, nous, c'est-à-dire Jean Métron, que l'on retrouve à nouveau, Madeleine Rebériou et moi-même, nous avons décidé de consacrer un numéro spécial de la revue Le Mouvement Social à la Sorbonne en 68. Et comment ça? En réunissant tous nos documents, tout ce qu'on avait pu glaner comme archives, les tracts, tout ça. Et Métron était particulièrement riche, parce que Métron, qui pensait tout le temps en termes de mémoire, d'archives à cette époque-là, était copain avec un commissaire de police. Et il avait dit au commissaire de police, je vous passe mes documents, mais vous me passez les vôtres. Ce qui d'ailleurs avait scandalisé des étudiants qui trouvaient franchement, c'était pas très bien de faire ça. Toujours est-il que Métron avait une documentation formidable et on a fait un très gros numéro qui s'appelle La Sorbonne par elle-même. Et nous avons fait ça en juillet, août, hein, l'été, et en se partageant naturellement les textes de liaison, mais c'était surtout des documents que nous introduisions, et c'est sorti en septembre 68. Par conséquent, vous voyez, on a beaucoup participé à 68. Vous avez évoqué plusieurs noms tout à l'heure, certains sont restés très connus, Michel Rocard, à peu près pour ceux qui se sont intéressés à la politique dans les années, jusqu'à la fin du mitterrandisme en tout cas, François Furet bien sûr, François Châtelet qui est peut-être moins resté dans les mémoires mais qui a aussi joué un rôle important. Mais il y a un nom que vous avez prononcé que j'aimerais que vous évoquiez de manière un peu plus substantielle parce que pour ma génération, celle qui a eu 20 ans en mai 68, il a eu une importance intellectuelle très forte. Il était au PSU, il était aussi un intellectuel qui a écrit sur les paysans, ce qui n'était pas très fréquent, ça s'appelait, je crois, Les paysans contre le passé. Et il avait aussi écrit un livre qui s'intitulait La nouvelle classe ouvrière, qui était l'un des ouvrages que nous repassions et que nous discutions beaucoup. Je viens évidemment d'évoquer Serge Mallet, dont vous avez prononcé le nom tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui? C'était un homme assez truculent, Serge Mallet,
qui aimait beaucoup parler, hein. D'ailleurs, quand il prenait la parole, on ne pouvait pas toujours beaucoup parler après, qui était très intéressant parce que il connaissait, c'était un sociologue, hein, il connaissait admirablement la sociologie de la classe ouvrière et il pointait ce qu'au fond on a tellement repris après, qui était la nouvelle classe ouvrière avec l'automation, on parlait beaucoup d'automation à cette époque-là, eh ben, elle va changer complètement. C'est-à-dire que le travail manuel va perdre de l'importance et les ouvriers devront avoir une autre formation parce qu'ils vont véritablement diriger les machines. Je ne sais pas si on employait le mot programmer déjà à cette époque-là, mais c'était ça qu'il disait. Et il disait qu'ils auraient nécessairement une autre place dans la chaîne de production, une autre importance sociale et probablement une autre pensée politique. Et il pensait que le PSU devait s'appuyer sur ces catégories-là, qui étaient des catégories qui avaient à la fois la fierté du travail, hein, et en même temps les connaissances techniques nouvelles nécessaires ils n'étaient pas passéistes. Voilà. Ils regardaient vers l'avenir et le PSU devait regarder vers l'avenir. On ne devait pas s'accrocher à des vieilles casseroles ou à des formations qui allaient être terminées. Une nouvelle classe ouvrière. Et ça faisait évidemment beaucoup parler. Il y avait eu à la même époque un livre de Pierre Belleville. Je ne sais si vous vous souvenez de ce livre, qui portait à peu près le même titre. Je crois qu'il y en avait un des deux qui avait un point d'interrogation. Je ne sais pas si c'est celui de Mallet ou de Belleville, mais ils avaient le même titre. C'est dire que ces problèmes-là étaient des problèmes absolument centraux de l'époque. D'ailleurs, Pierre Naville avait beaucoup travaillé sur l'automation, il avait publié beaucoup de choses. Donc, c'était des problèmes. On lisait ces textes-là, on en discutait beaucoup. Et Mallet attirait toujours beaucoup notre importance sur l'importance des techniques. Les techniques, le travail, la place du travail. Il fallait vraiment être concret et regarder ce qui se passait de ce côté-là. Voilà, c'était un homme extrêmement séduisant, mort bien trop tôt. Disons aussi un mot quand même de François Furet qui peut-être en train de devenir inconnu, mal connu, méconnu, un célèbre méconnu. Enfin, c'est une figure centrale des historiens, l'une des figures centrales des historiens de votre génération et de la génération de mes professeurs, et dont le parcours aussi est un parcours, comment dirais-je, emblématique de celui d'une génération. Il est passé par le Parti communiste, mais il venait plutôt de la droite dans sa jeunesse, non? Je crois, je connais bien François Furet, je n'ai pas été intime de François Furet peut-être, mais oui, c'était quelqu'un d'extrêmement séduisant, à la fois d'une intelligence brillante, très caustique, hein, très moqueur, il apportait toujours une atmosphère de liberté, de non convenu. Il y avait toujours le mot, quelquefois pour envoyer assez vigoureusement par terre ses adversaires d'ailleurs, ou même ses voisins. Très brillant par conséquent, et toujours en quête d'idées nouvelles, véritablement. Il était en rupture, voilà, il était un homme en rupture, il fallait chercher autre chose que ce qui existait, il ne fallait pas hésiter à briser, hein, mais il fallait travailler, c'était un grand travailleur, et il faisait beaucoup travailler aussi, évidemment. J'ai parlé tout à l'heure de ce qu'il nous demandait sur l'enseignement, et en même temps, il était sévère, hein, quand il considérait que c'était des vieille lune, ben, il n'hésitait pas à le dire. C'était en même temps quelqu'un de très chaleureux, hein, sous ses dehors très brillant et caustique, la causticité de François Furet, qui lui a fait beaucoup d'ennemis d'ailleurs, parce qu'il a envoyé au panier pas mal de gens qui l'ont mal pris. Mais il fallait, c'était vraiment quelqu'un qui remettait en cause. Alors, comme vous le savez, ce sont surtout ses travaux sur la Révolution française. Et là, il faut évidemment interviewer Mona Ozouf. C'est elle qui est la plus à même de retracer l'itinéraire intellectuel de François Furet. Ce sont les travaux sur la Révolution française qui ont fait une telle
rupture dans le milieu intellectuel. Ça a été important. Je crois qu'il faut aussi témoigner de ce que quand il a dirigé l'école des hautes études, il l'a fait avec énormément d'esprit de liberté. Ah, bien sûr. Je veux dire qu'on a du mal à imaginer quelqu'un qui, mieux que lui, puisse incarner le contraire de l'intolérance, le contraire du sectarisme et Bien le sûr. contraire de la fermeture d'esprit. Oui, oui, je voudrais juste dire que je souscris entièrement à ce que vous dites. Ça a été un homme d'une grande liberté et qui a introduit beaucoup de liberté. Et qui a eu un grand sens de responsabilité et une très belle équipe à la tête de l'école des hautes études. Mais peut-être, car j'imagine que déjà parmi mes auditeurs et mes auditrices, le reproche a dû gronder au cours de notre premier entretien et gronde depuis que nous avons commencé le second. Vous avez écrit un jour, où vous avez déclaré, je ne me souviens plus, mais je l'ai noté, dans les années 70, le social dominait chez les gens progressistes, on pensait social avant de penser genre. Et ce que les années 70 ont fait apparaître avec éclat, c'est notamment le mouvement de libération des femmes. C'est un point origine très important. À ce moment-là, quand apparaît le mouvement des femmes, vous faites partie de ceux qui mettent le social avant le genre, ou vous avez déjà l'idée que le genre compte et pas seulement le social? Ah, je pense que je suis en train de changer. Je pense que j'ai fait un peu le tour, enfin c'est bien prétentieux de dire ça, mais l'économique et le social, j'y ai baigné pendant 20 ans, hein. J'ai fait ma thèse, j'ai travaillé beaucoup sur toutes ces questions-là et je me rends compte des limites de cela. Et 68, de ce point de vue-là, a joué un rôle considérable, a fait apparaître des quantités de points de vue, de désirs, de choses. Je pense que c'est par 68 que je suis sortie de l'économique et du social. Mais ensuite, je suis à Jussieu puisqu'on est dans une époque bénie, où il y a de nouvelles universités et où on demande aux gens en poste quelles universités ils veulent choisir. C'est absolument incroyable, hein. J'étais donc devenue maître assistante à la Sorbonne, il y avait une création des maîtres assistants, et on me dit, Michel Perrault, où voulez-vous aller? Est-ce que vous voulez aller à Vincennes? Est-ce que vous voulez aller à Paris 7, etc. J'ai choisi Paris 7. J'ai choisi Paris 7 pour des raisons qui serait peut-être un peu longue à expliquer ici, mais où il y avait Jean Chénaud, hein, avec toute une petite équipe de gens qui travaillaient sur la Chine, l'Extrême-Orient, qui étaient d'ailleurs assez maoïstes, enfin tout au moins Jean Chénaud. Il y avait Leroy Ladurie, qui attendait d'ailleurs sa nomination au Collège de France, et qui lui me disait « Oh, mais Jussieu, ça sera intéressant parce qu'il y aura des scientifiques, alors on fera quelque chose de bien. » Enfin bref, voilà, on a été toute une équipe à choisir Paris 7 avec les littéraires, avec les géographes, etc., etc. Bon, Jussieu a été une université, pour ceux qui ont été au début surtout, formidable, parce que c'était un lieu de liberté, un lieu d'autonomie, et où la direction, qui a été très vite assumée par Alliot, Michel Alliot, nous disait, mais allez-y, créez, faites, inventez, etc., etc. Quand en 73, alors du coup, je suis donc à Jussieu, je milite beaucoup, hein, je milite avec les femmes dans les mouvements pour l'IVG, etc. La contraception, il y avait eu la loi Neuwirth, mais la contraception, au fond, était très peu pratiquée. Les pharmaciens étaient très rétifs à cet égard. Donc, je suis avec des femmes, je milite, on fonde un groupe d'études féministes, et un jour, je dis à deux collègues, plus jeunes que moi d'ailleurs, Fabienne Bock et Pauline Schmitt, je leur dis, écoutez, on ne parle pas des femmes, nous, dans nos enseignements. Vous ne croyez pas qu'on devrait lancer un cours sur les femmes? Oh, ben, elle me dit, bien sûr, oui, c'est une bonne idée. Alors, on a lancé un cours qui s'appelait Les femmes ont-elles une histoire? Parce que, à la vérité, on n'en était même pas tellement sûr. Et voilà. Alors, donc, on a lancé ça, et je ne vais pas raconter tout ça, mais le premier cours que nous avons fait à l'automne 73, très exactement, à Jussieu, eh bien, a été ouvert par une sociologue, André Michel, hein. André Michel, qui a été une grande sociologue. Elle va bientôt fêter ses 100 ans, André Michel.
si elle m'entend un jour, qu'elle sache combien je garde ce bon souvenir de tout ça, hein, et d'elle, etc. Elle avait donc ouvert ce cours, et ce cours, il y avait beaucoup de monde, et il y avait beaucoup de filles, il y avait beaucoup de garçons, et il y avait des garçons chahuteurs, contestataires, parce que au fond, ils étaient gauchistes, et ils trouvaient que les femmes, ça allait nous éloigner de la Révolution. Voilà, que c'était pas sérieux, hein, que c'était vraiment bon. Alors, ils étaient assis un peu partout parce qu'il n'y avait plus de siège pour personne. Et il y en a un qui dit à André Michel: «Oh, madame», elle avait fait un exposé sur les modèles de la famille, hein, et il lui dit: «Madame, vous avez parlé de modèles, mais des modèles, nous, on n'en veut plus». Alors elle lui avait répondu: «Mais attention, attention, modèle, je le prends au sens de sociologique, naturellement», et de lui expliquer ce que ça voulait dire que modèle. Et puis il y en avait un autre qui était, je me souviens très bien de lui comme ça, assis par terre avec une jolie fille blonde. Il avait son bras passé autour de son cou, et il lui dit: «Madame», parce qu'il disait madame comme ça: «Madame, vous avez parlé du couple, de l'amour, mais l'orgasme, qu'est-ce que vous en faites?» Et André Michel avait dit: «Oh, mais c'est très bien, mais ce n'était pas mon sujet». Vous voyez l'ambiance, hein, vous voyez l'ambiance, l'ambiance ces années-là, c'est-à-dire très libre, très décontractée, très drôle aussi, très drôle, hein. J'imagine plus un cours comme ça, vous imaginez, dans l'université d'aujourd'hui, malheureusement. Mais enfin, cette proposition qui consiste à dire il existe une histoire des femmes et nous allons essayer de la raconter et de l'analyser, si je comprends bien, recueille ou l'hostilité pour des raisons politiques, celles que vous avez dites, ça retarde, ça détourne l'attention des problèmes importants et de la classe ouvrière, ou une distance très ironique. Oui, mais malgré tout, je dois vous dire que aussi, j'allais dire une espèce de bienveillance condescendante, voilà, hein. Parce que le premier cours, la série de premiers cours après cette entrée en fanfare, on avait demandé à des historiens d'intervenir. Par exemple, Pierre Vidal-Naquet, Jacques Le Goff, Emmanuel Leroy-Ladurie, Mona Ozouf, etc. et d'autres. On leur avait dit: dans ce que vous enseignez ou ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur les femmes? Eh bien, on avait été bien accueillis. Voilà, on avait été bien accueillis. Je me souviens même que Jacques Le Goff m'avait dit: «Oh, mais oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée». Et ils étaient venus très gentiment, oui, et puis voilà. Mais il y avait bienveillance pour ce sujet et en même temps condescendance. C'était un petit peu une idée de l'air du temps, et il fallait un petit peu que ça leur passe. J'ai ressenti un petit peu les deux choses, vous voyez, bienveillance et condescendance. Je dois dire que je, je pratique le saut et le coq à l'âne plus que le saut et la gambade, mais vous avez mentionné le nom de Jacques Le Goff. Je ne comprends pas comment je ne vous ai pas tout à l'heure demandé de dire un mot de ce personnage très étonnant, de cette personne très étonnante, avec qui en plus vous avez partagé pendant longtemps un micro à France Culture, enfin en alternance, comme les lundis de l'histoire, à la demande, si je me souviens bien, de Jean-Marie Borzex, qui a été l'un des deux grands, en tout cas, directeurs de France Culture. Un mot sur Jacques Le Goff. Ah ben, Jacques Le Goff, c'est un personnage, à la fois dans sa personne, dans son corps, dans l'amour de la vie, hein, les la bonne nourriture, les bonnes pipes, et cetera, et cetera, et l'érudition foisonnante, les idées, hein. C'était vraiment un personnage. Je l'ai connu, bien sûr, à l'École des hautes études, mais je l'ai surtout connu justement par France Culture, parce que comme nous avions les lundis de l'histoire, que les lundis de l'histoire étaient quadripartites, selon l'habitude des historiens, histoire ancienne et médiévale. C'était lui qui assurait un petit peu tout ça, mais en réalité, il faisait surtout histoire médiévale. Il y avait Roger Chartier pour l'époque moderne, il y avait Arlette Farge à un moment donné aussi, et puis il y avait Philippe Le Vilain
pour contemporaine et histoire religieuse aussi, histoire de la papauté, etc. Et moi pour le 19e, 20e, etc. Alors c'est à ce moment-là que nous avons beaucoup collaboré ensemble, surtout quand il a été malade, ce qui a été le cas des probablement 5 ou 6 dernières années de sa vie, et où les émissions allaient s'enregistrer chez lui. Et les réunions, on avait 2 fois par an, une réunion globale de tous les animateurs, et on se retrouvait chez lui. Et puis sa situation est devenue vraiment dramatique. Et il y a quelqu'un qu'il aimait beaucoup, qui a joué un grand rôle, ça a été notre lecteur, Jean-Pierre Leroux, qui est un comédien, que je salue à l'occasion s'il nous entend, et qui était un fervent de Jacques Le Goff. Donc oui, Jacques Le Goff, je l'ai bien connu, je l'ai beaucoup aimé, mais il y avait une petite rivalité, enfin peut-être même une grande, avec Georges Duby. Et de ce point de vue-là, comme j'avais co-dirigé avec Georges Duby l'histoire des femmes en Occident, au point de départ, il y avait un petit quelque chose, qui s'est dissipé avec le temps. Mais bien sûr, c'est Georges Duby qui a été professeur au Collège de France, ça aurait pu être Jacques Le Goff aussi, hein. Et je pense qu'il y avait peut-être une blessure de ce point de vue-là. Mais Jacques Le Goff n'avait pas besoin de ça pour être reconnu, et il l'est. Alors, vous nous avez dit qu'au moment où vous lancez cette idée et cette pratique de l'histoire des femmes, vous allez voir des historiens hommes installés. Vous avez parlé de François Furet, vous avez parlé de Jacques Le Goff, vous avez parlé d'Emmanuel Leroy-Ladurie, pour leur demander de participer peu ou prou à votre propre activité. Est-ce que, au-delà de cette sorte de paternalisme, si j'ai bien compris ce que vous disiez tout à l'heure, paternalisme bienveillant, est-ce qu'ils vous ont appris des choses ou est-ce que vous les avez bousculés dans leurs convictions, vous et celles qui travaillaient avec vous à ce moment-là et que vous avez nommées tout à l'heure, Pauline Schmitt ou Fabienne Bock? Pour ceux que j'ai nommés, excepté Pierre Vidal-Naquet, qui était tout à fait convaincu de l'intérêt du sujet, je veux dire, les autres, non, ça ne les intéressait pas tellement, en définitive. Et par la suite, si j'ai travaillé beaucoup plus avec Georges Duby, c'est parce que lui, Georges Duby, était un pionnier dans ce domaine, hein. Pour lui, l'histoire des femmes, c'était très important. Il avait écrit un livre formidable qui s'appelle Le chevalier, la femme et le prêtre, et dont les derniers mots sont « Mais les femmes, que sait-on d'elles ?» C'est le dernier mot de ce livre. Et il y avait chez lui une véritable interrogation, inquiétude, je n'en sais rien, mais interrogation sur le sujet. Et quand j'avais participé, je le connaissais parce qu'il m'avait demandé de m'occuper de l'histoire de la vie privée. Il avait dirigé avec Philippe Ariès, qui a été votre président de jury, même directeur de thèse à un moment donné, il avait lancé la grande histoire de la vie privée. Et il m'avait demandé de m'occuper du 19e. Et c'est comme ça que je l'ai bien connu. Parce que ça demandait un certain temps, 2 ans, 3 ans, on se retrouvait de temps en temps, voilà. Et l'histoire de la vie privée a été un très grand succès. Et ça a été traduit en beaucoup de langues, peut-être une trentaine aujourd'hui, hein. Et il y a eu évidemment tout de suite une traduction en italien. Et Laterza, qui était le traducteur italien de la vie privée, dit vers 1985, vous voyez, on est à ce moment-là, Monsieur le professeur, est-ce que vous ne croyez pas qu'il serait intéressant de faire une storia della donna, une histoire de la femme? Alors Georges Duby lui répond, oui, Georges Duby m'a raconté, oui, certainement, mais ça, il faut demander à Michel Perrault, parce qu'il savait tout ce que j'avais fait par ailleurs. Et il m'a téléphoné, il m'a dit, vous allez recevoir un coup de téléphone de monsieur Lacerza, je vous demande de lui faire un bon accueil parce que ce projet est intéressant. Bon, alors je ne vais pas vous raconter toute cette histoire, mais ce que je voudrais dire, c'est que Duby était convaincu que c'était important. Voilà. Et parmi les historiens, c'est assez rare. Donc,
On a fait avec lui cette histoire des femmes et lui-même, ensuite, a terminé sa carrière en écrivant les livres que l'on connaît sur les femmes du XIIe siècle, etc., etc. Donc, lui était très, très convaincu. Et je me souviens que j'ai rédigé l'introduction à l'ensemble de ce volume, au point qu'il me disait, mais écoutez, j'ai pas fait grand-chose, donc vous la signez. Je lui ai dit, non, monsieur, s'il vous plaît, acceptez de signer avec moi. Et il m'a fait rajouter une phrase, ou deux phrases, qui étaient quelque chose comme, je pourrais le retrouver si j'ouvrais le volume, la révolution inachevée mais profonde entre les sexes. Vous voyez, quelque chose comme ça. Il trouvait que j'étais pas assez insistant sur l'idée qu'il y avait une véritable révolution des sexes qui était en cours. Donc, je crois qu'il faut lui rendre l'hommage qu'il lui est dû. Alors, s'ouvre devant vous cette perspective d'un nouveau champ d'études. Qu'est-ce que vous découvrez, qu'est-ce qui vous frappe en vous lançant dans, j'allais dire, en commençant à labourer ce champ, pour user d'une métaphore un peu lourde? Eh bien, d'une part, la difficulté des sources. Il y avait quand même beaucoup moins de choses sur les femmes que sur les hommes, mais l'idée qu'on pouvait être ingénieux, en définitive, et trouver beaucoup de choses. D'autre part, l'idée que les femmes étaient représentées avant d'être vraiment racontées, ou qu'elles écrivent elles-mêmes, et que donc il fallait accorder une grande importance aux représentations, ce qui correspondait avec un tournant historiographique important de ces années-là, où les représentations sont devenues un grand thème, peut-être dépassé aujourd'hui, mais en tout cas très à la mode. Et puis, d'autre part, je, très rapidement, on s'est dit, mais oui, mais on est là à labourer, à brasser des choses, mais que penser, comment penser ces choses? Et de ce point de vue-là, deux courants nous ont beaucoup aidés. D'une part, Michel Foucault, non pas que les femmes, l'histoire des femmes l'intéressait au fond tellement, mais tout de même, la sexualité, il ne prononçait pas le mot genre, mais enfin, c'était quand même quelque chose sur lequel il insistait beaucoup, et la pensée américaine. Les féministes américaines avec lesquelles nous sommes rentrés en rapport à ce moment-là, d'autant plus aisément que à Paris 7, je travaillais beaucoup avec les responsables du département anglo-américain, Françoise Bache et Françoise Barré-Ducrot. Et elles étaient en rapport quotidien, évidemment, avec les Anglaises et surtout avec les Américaines, qui étaient beaucoup plus intéressantes du point de vue théorique. Donc, il y a eu des colloques, je me souviens d'un colloque au Moulin d'Andé, par exemple, mais il y en a eu d'autres, où nous échangions beaucoup. Bon. Et puis, d'autre part encore, je travaillais depuis déjà longtemps avec deux femmes américaines que j'admire beaucoup, Nathalie Zemon Davis, qui est une grande historienne de l'époque moderne, et John Scott, qui est une historienne du 19e siècle et qui travaillait comme moi sur le monde ouvrier. Elle avait fait une thèse sur les ouvriers verriers de Carmaux. Elle avait connu, rencontré Roland Trampé, qui est une de mes grandes amies. Vous voyez, tous ces liens se nouent autour de ça, et par conséquent, on est très demandeuse, je parle au féminin parce que nous travaillions à ce moment-là entre femmes, de théorie, de lecture, etc., etc. Et on essaie de théoriser un petit peu plus les choses, et c'est dans les années 86-87 que apparaît la notion de genre. John Scott avait écrit dans une revue américaine, American Review of History, je ne sais plus très bien, quelque chose sur le genre. Le genre, un instrument utile de l'analyse historique. Et cet article a été traduit dans une revue que dirigeait Françoise Collin, une philosophe, qui est une revue très intéressante, très importante, et ça avait été pour nous, en effet, assez important. Donc, il y avait un petit peu tout ce registre, vous voyez, les sources, les représentations et les images, l'importance des images, et puis aussi réfléchir un petit peu sur le plan théorique. J'ajouterai encore une dimension en ce qui me concerne, le travail, parce que j'avais quitté l'école d'histoire économique et sociale, mais l'idée du travail, quand même, je ne l'avais pas quitté du tout. Et il y avait des sociologues du travail
comme Margaret Marouani, par exemple, quelques autres, avec lesquels j'étais en rapport. Et par conséquent, l'idée de développer de manière préférentielle, enfin tout au moins un axe important des femmes au travail, c'était quelque chose qui était important pour moi. Voilà, à peu Est-ce que, près. alors, plusieurs questions. Je commence par celle sur Michel Foucault. Qu'est-ce que la fréquentation, à la fois personnelle et si je puis dire, confraternelle, de Michel Foucault a apporté à vous-même et au mouvement à ce moment-là? Au mouvement des femmes, pas grand-chose. Enfin, c'était pas du tout la même chose. Foucault, j'ai pas tellement discuté avec lui d'histoire des femmes, vraiment pas. Avec Foucault, c'était la prison. Oui. C'était comme ça que je l'avais connu. Pour moi, surveiller et punir, origine de la prison, naissance de la prison, publié en 75, a été un livre éblouissant, vraiment. Un des livres pour moi qui ont compté vraiment beaucoup dans ma carrière d'historienne. Euh, et j'avais fait, moi, de mon côté, commençais à travailler sur ces questions-là. J'avais fait une communication sur les prisons au XIXe siècle. Il était là, c'était un truc du CNRS. Il m'avait dit, mais écoutez, ça m'intéresse, est-ce que vous pourriez me communiquer votre texte? Bien sûr, bien sûr. Et je lui avais envoyé, il avait réagi très vite en me disant, je suis d'accord avec vous là-dessus, mais pas sur tel point. Enfin, on avait commencé à discuter beaucoup. Et c'est vraiment dans ce domaine de la prison que j'ai plutôt collaboré avec lui. Et en suscitant d'ailleurs une réunion avec les historiens et Michel Foucault et les philosophes ou les gens qui étaient foucaldiens, comme François Ewald évidemment, qui était son assistant, et quantité d'autres. Voilà, c'est plutôt ce domaine-là. Pour les Mais femmes, pas tellement, en définitive. même à travers son intérêt pour la sexualité. Ah bah oui, mais ça, c'est nous qui prenions ces livres en nous demandant ce qu'on pouvait en faire pour les femmes. Vous savez bien, comme moi, qu'il avait primitivement pensé faire quelque chose sur le 19e siècle, avec quelque chose sur les enfants, ça doit vous rappeler quelque chose particulièrement, et sur la femme hystérique. Et puis après, il a complètement abandonné ce chantier du 19e. C'est l'époque où il sait plus, enfin, où il sait plus, où il réfléchit beaucoup à ça, pour finalement se tourner vers l'histoire antique, vers l'histoire ancienne, hein, et aller vers les pères de l'Église, etc. Donc, changer un peu d'époque d'une certaine manière. Vous parlez de cette réunion que vous avez organisée entre Michel Foucault, des philosophes et des historiens. Et Foucault n'était pas persona très grata aux yeux de beaucoup d'historiens. Bien sûr, bien sûr. Il y avait les historiens qui l'aimaient, enfin l'appréciaient beaucoup, l'aimaient beaucoup. Je pense à Jacques Revel, je pense à Arlette Farge, qui a beaucoup travaillé avec Michel Foucault et publié un livre sur la famille avec lui. Je pense à quelques autres, bien sûr. Mais la plupart des historiens étaient réservés. Attention, l'école des annales. Je pense à, comment est-ce qu'il s'appelle, à Braudel, hein. Braudel admirait Foucault. Hein, Braudel admirait Foucault. Et les annales lui ont proposé de publier des articles, etc. Enfin, à l'époque où il n'était pas encore tellement connu. Donc, il y avait des gens qui se rendaient très bien compte de l'intérêt de la pensée de Foucault. Mais les historiens de l'université, disons, en gros. Hein. L'université, il ne faut pas oublier que les annales, elle n'aime pas ça tellement. Hein. Il y a vraiment une université qui n'aime pas l'école des annales. Et cette université-là, qui est beaucoup plus traditionnaliste, n'aimait pas beaucoup Michel Foucault. Et même politiquement, il y avait aussi des réserves politiques. La réunion dont nous venons de parler s'est faite autour de la Société d'histoire de 1848. La Société d'histoire de 1848, elle réunit des historiens qui sont des républicains, des socialistes, voilà, le socialisme utopique, comme on disait, du 19e, etc. Eh bien, pour eux, Michel Foucault était quelqu'un d'un peu dangereux parce qu'il critiquait les Lumières, il critiquait la tradition républicaine, il critiquait le pouvoir, etc. Maurice Agulon, qui est un grand historien, auquel je rends hommage,
était très réservé vis-à-vis de Michel Foucault, au point que quand nous avons fait cette réunion, Maurice Agulon était là, il était même le patron, puisque c'était lui qui était le président de la Société d'histoire de 1848. Quand le livre L'impossible prison, qui a été tiré de ces rencontres, est sorti, il y a eu tout un espèce de ballet, valse-hésitation entre Foucault et Agulon. Hein. Agulon a fait une préface où il critique, avec beaucoup d'attention, avec respect, avec tous les mots prudents que vous pouvez imaginer. Mais quand même, il critique Foucault en disant bon, que les Lumières, il ne faut pas les jeter comme ça au panier, enfin, il ne dit pas ça comme ça. Et Foucault avait été piqué au vif. Et Foucault m'avait téléphoné, m'avait dit écoutez, moi, je ne veux pas, je veux répondre. Hein. Et puisque la contribution de Foucault était très importante, elle était même majeure dans cet ouvrage-là, je veux répondre. Et je veux répondre par une postface. Donc il avait fait une postface qui figure dans le livre, et Agulon n'était pas content. Agulon n'était pas content. Et ce qui est tout à fait, ça c'est un petit peu les mœurs universitaires de l'époque, il ne se téléphonait pas. Hein, alors que c'était des anciens copains de l'école normale. Ils avaient été à l'école normale ensemble, ils avaient été au Parti communiste ensemble, en plus. Eh bien non, c'était comme ça. Il y avait donc vraiment des prudences autour de la pensée de Michel Foucault, qui était considérée comme sulfureuse. Voilà, c'est ça. Sulfureuse sans doute sur la pensée sexuelle, mais sulfureuse politiquement. C'était ça que surtout, Maurice Agulon, sur les questions de sexualité, je ne crois pas que ça le gênait tellement, mais c'était sur les questions politiques. Alors, je reviens à cette découverte, si je puis dire, qui est la découverte du genre, enfin du mot, du concept de genre, dont vous nous disiez tout à l'heure qu'il est arrivé via celle de vos collègues qui étaient en contact permanent avec les États-Unis. Et j'aimerais vous demander en quoi ce concept vous a permis de mener plus loin votre travail de l'histoire des femmes et de la compréhension de cette histoire. Parce que le concept de genre met l'accent sur les rapports masculins-féminins. Hein. Au fond, on a commencé l'histoire des femmes en parlant que des femmes. Hein. Les rendre visibles, c'était surtout ça qui importait, les décrire là où elles sont, dans leurs couvents, leurs ateliers, leurs salons, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ce n'était pas très problématisé. Le genre introduit une dimension problématique beaucoup plus fondamentale et finalement beaucoup plus intéressante. Hein, parce que c'est les rapports hommes-femmes qui sont intéressants, en plus, enfin. Euh, comment ces rapports sont-ils représentés, pensés, organisés au, au pouvoir, dans la politique, dans la famille, dans le droit, etc. Toujours prendre les deux ensemble pour voir comment ils sont conjugués, opposés, tout ce que l'on peut imaginer. Donc, je crois que ça, c'était le point le plus important et ça nous donnait des instruments théoriques qui nous sortaient du travail plus descriptif, si vous voulez, de ce qu'aurait pu être, en effet, ce que pouvait être en effet une histoire des femmes. Il y avait un deuxième aspect qui était que ça englobait pas seulement les femmes, mais les sexualités. Nous étions évidemment très sensibles à l'homosexualité. C'est une grande découverte, entendons-nous, mais c'est quelque chose qui devient visible, dont on parle en 68, etc., etc. Et nous étions extrêmement sensibles à ça. Dans le mouvement de libération des femmes, les lesbiennes sont absolument fondamentales. Hein. Elles sont actives, elles se battent, elles pensent, etc., etc. Donc, ça nous paraissait très, très important. Et d'autre part, enfin, c'était plus intéressant pour les hommes. Hein. Je sais que quand je faisais à Jussieu des séminaires, j'avais pas mal de garçons, d'hommes, enfin, qui voulaient travailler avec moi, mais le séminaire femmes, bah, ça leur faisait un peu peur. Voilà, ils se demandaient même s'ils seraient bienvenus, si c'était bien leur place, etc. Tandis que si on fait des séminaires sur les questions de genre, bah ça concerne tout le monde. Autrement dit, il y avait
j'allais dire une reconstitution de la famille humaine autour de la notion du genre. C'est aussi bête que ça, ou aussi intéressant que cela, si vous voulez. Et alors, vous venez d'évoquer l'importance des lesbiennes dans le mouvement féministe post-68. Est-ce que vous aviez l'impression à ce moment-là que ces revendications pouvaient mener à des mesures institutionnelles? Je pense par exemple au quota, je pense au mariage, je pense à ce livre dont le nom de l'auteur, de l'autrice ne me revient pas en ce moment à l'esprit, mais qui, ayant été l'une de ces lesbiennes du mouvement de libération des femmes dont vous parliez tout à l'heure, se moque, tout en d'ailleurs s'attristant, du fait de l'existence d'un mariage, d'une institutionnalisation de la relation de couple entre deux femmes ou entre deux hommes. Et Je pense que vous voulez parler de Marie-Jo Bonnet. exactement, Marie-Jo Oui. Bonnet. Très bien. Ben, écoutez, vous avez prononcé son nom, j'ai dit 2 mots sur son livre. Au fond, qu'est-ce que vous-même avez eu comme réaction en face de cette critique de Marie-Jo Bonnet? Ah bah, Marie-Jo, je la connais bien, hein, c'est une vieille amie, même si je la vois plus tellement en ce moment. J'ai dit à Marie-Jo, je me souviens d'une discussion que nous avons eue ensemble, je lui ai dit: «Écoute Marie-Jo, on peut se marier ou pas, alors ça franchement, chacun fait ce qu'il veut, mais le droit que les homosexuels aient le droit au mariage comme les hétéros, ben, moi je trouve que c'est un progrès, que c'est un progrès, que c'est une forme de reconnaissance.» Et vous avez entièrement raison, Marie-Jo disait: «Mais oui, mais enfin, écoute, qu'est-ce que c'est, nous on a lutté contre le mariage, et maintenant ils revendiquent le mariage, enfin, c'est une régression.» Elle considérait, et je pense qu'elle considère encore que c'est une régression. Oui, en effet, une grande discussion à cet égard. Pour ma part, il y a eu très tôt des revendications pour le droit au mariage des gays et des lesbiennes. Je me souviens avoir signé un texte avec Pierre Bourdieu, euh, je ne me souviens plus qui était à l'origine de ce texte, certainement pas Bourdieu ni moi, mais bon, enfin, peu importe. Et c'était une revendication pour le mariage, mais très ancien. C'est bien avant qu'il y ait eu les mouvements que nous connaissons et qui ont abouti à l'existence du mariage pour tous. La discussion aujourd'hui, la controverse aujourd'hui autour de ce qui est une construction sociale et de ce qui est une construction, une situation naturelle, l'analysez de quelle manière et vous la ressentez comment? La situation actuelle. Oui, enfin surtout sur cette idée que le genre est une pure construction sociale ou est essentiellement une construction sociale ou culturelle. Alors, c'est très difficile parce qu'il y a quand même un substrat biologique, comme dit Françoise Héritier. Oui, il y a un substrat biologique, bien sûr, mais ce substrat biologique est tout de suite englobé dans une construction sociale qui bon, fixe éduque les garçons, les filles, etc., etc. Enfin, on ne va pas refaire tout cela. Je, je ne tranche pas vraiment, hein. Je pense que c'est difficile, et je pense que dans la conjoncture d'aujourd'hui, ce substrat biologique est en train de nous rattraper un petit peu, beaucoup plus que nous l'aurions souhaité, d'une certaine manière. Mais enfin, je suis fidèle au genre quand même. C'est-à-dire que la pensée de Simone de Beauvoir, on ne, on ne naît pas femme, on le devient. Peut-être qu'il faut reprendre la formule. Peut-être qu'on naît femme et homme, mais tout de suite, socialement, on est construit homme et femme par la culture, puis après on choisit. Après on choisit ce que l'on veut être, bien entendu. Oui, je suis quand même fidèle à cette pensée de Simone de Beauvoir, malgré tout. Et donc à l'idée du genre, parce que Simone de Beauvoir ne prononce jamais le mot genre, c'est pas du tout un mot qui est de sa génération, mais on pourrait dire, et certaines féministes américaines le disent, qu'elle est un peu la mère du genre, d'une certaine manière. Elle a pensé cette question de la construction des rapports entre les sexes. Alors Dans, je sais que c'est contestable et contesté, hein, euh, jusqu'où peut aller la déconstruction? Voilà, jusqu'où pouvons-nous aller pour déconstruire? Moi, je pense que la déconstruction, c'est
quelque chose de très fructueux, hein, mais jusqu'où pouvons-nous aller? Y a-t-il une limite à cette déconstruction? Je n'ai pas de réponse. Honnêtement, je n'ai pas de réponse. Michel Perrault, nous commençons à approcher fâcheusement de la fin de cette émission, enfin de cette deuxième émission. Évidemment, les questions et les évocations, je pensais à Madeleine Rébériou, dont nous n'avons pas parlé, enfin que nous avons mentionné tout à l'heure, mais dont nous n'avons pas eu l'occasion de dire l'importance de son travail sur le mouvement social et sur le mouvement ouvrier. Et sur Jaurès, et sur Jaurès. Et sur Jaurès, vous avez mentionné Jacques Revel, qui était celui qui était avec l'équipe de François Furet à l'école des hautes études. Au fond, vous-même, historienne du mouvement social et de la classe ouvrière et historienne de l'histoire des femmes. Est-ce qu'il y a des figures dont vous aimeriez partager le nom, le souvenir s'il est répandu, ou vers qui vous aimeriez inciter nos auditeurs à aller par le biais de la littérature ou de tout ce qui permettrait d'accéder à ces figures? Il y en aurait beaucoup, mais comme il nous reste peu de temps, je parlerai de Françoise Héritier. Oui. Hein. Françoise Héritier, qui n'est pas historienne, bien sûr, comme chacun sait, qui est anthropologue. Géographe d'ailleurs, je crois, au départ. Pardon. Et je crois qu'elle est géographe au départ. Oui, elle fut géographe, mais enfin, elle a très vite laissé la géographie pour l'anthropologie. Ça simplement parce que c'est l'époque où la licence d'histoire et géographie était réservée aux femmes parce qu'elles n'étaient pas assez bien pour faire une licence d'histoire tout court. Oui, absolument. Absolument. Il ne faut pas oublier que l'agrégation que j'ai passée, moi personnellement, était une agrégation d'histoire et de géographie, hein, et que nous n'étions pas avec les hommes, on était séparés complètement. Et d'ailleurs, c'est une petite parenthèse dans notre conversation, mais autant le jury d'agrégation des hommes était couru, c'était un lieu mondain, présidé à l'époque d'ailleurs par celui dont nous avons parlé, Fernand Braudel, autant le jury d'oral des filles était obscur au lycée, je ne sais plus, dans un lycée du 7e arrondissement, personne n'y venait. Je me suis sentie très humiliée ce jour-là et j'ai compris que j'étais qu'une femme finalement. Je ferme la parenthèse. Mais je reviens à Françoise Héritier. Françoise Héritier, je l'ai connue au Conseil national du sida, car elle y avait été nommée par Mitterrand en 1989. C'était une excellente initiative de Mitterrand. Et pourquoi? Parce qu'elle était une spécialiste des humeurs, hein, et on pensait que la réflexion sur le sida ne devait pas être seulement scientifique, mais anthropologique. Elle a été une très bonne présidente de ce conseil, présidente entrecoupée par les innombrables séjours qu'elle faisait déjà à l'hôpital parce qu'elle avait contracté en Afrique une maladie orpheline qu'elle a traînée pendant 30 ans, 40 ans, dont elle est morte en définitive. Hein, et ensuite, elle est devenue une amie. Et naturellement, j'ai été une lectrice de son œuvre. Et son œuvre, Masculin, féminin, tome 1, La pensée de la différence, Masculin, féminin, tome 2, Dissoudre la hiérarchie, 2 volumes publiés à 10 ans de distance, ou à peu près, aux éditions Odile Jacob. Ce sont des ouvrages fondamentaux pour justement penser la différence des sexes dans tout, enfin en anthropologie, en histoire, etc. Par conséquent, nous lui devons beaucoup, et je dois beaucoup aussi à son amitié, à son humour, à sa gentillesse très grande. C'est vraiment quelqu'un que j'ai bien aimé, beaucoup aimé. Est-ce que je peux vous demander si vous avez, comme on dit dans le questionnaire de Proust, des héroïnes dans la littérature? Il y en a une que je fréquente beaucoup, George Sand. Elle vous paraîtra peut-être un peu convenue, un peu banale. C'est d'ailleurs ce que je pensais dans ma jeunesse, où je ne l'aimais pas. Je la trouvais bon, livre pour distribution de prix, livre comme La Petite Fadette ou La Maraudière, que je n'avais d'ailleurs pas lu à l'époque. Je l'ai redécouverte par sa correspondance, par ce livre magnifique qui s'appelle Histoire de ma vie, et qui est une grande autobiographie, pas seulement féminine, mais dans l'absolu,
qu'elle a publié entre 1847 et 1853. Et par la suite, ben, je n'ai cessé de la redécouvrir et aujourd'hui encore, j'ai envie de publier sur elle des choses. J'en ai publié quelques-unes, comme Georges Sand à Nohant, le lieu qui a été son lieu de vie, de création, et pour Chopin aussi, et pour beaucoup d'autres. Voilà, voilà, une des héroïnes. Mais du point de vue littéraire, Virginia Woolf. Alors là, s'il y en a une que j'aime, c'est Virginia. Et la promenade au phare, le voyage au phare, comme on dit maintenant, les vagues, que je tiens pour un des plus grands romans qui existent. Oui, ça c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Michel Perrault, je vous remercie. C'est un plaisir de passer du temps avec vous. J'espère qu'on pourra le refaire quand nous serons déconfinés. Et juste un dernier mot, sur quoi êtes-vous en train de travailler en ce moment? En ce moment, on m'a demandé d'écrire justement une lettre à George Sand. Je n'avais pas du tout envie de le faire au début, estimant qu'au fond, j'avais rien à lui dire. Et puis, le coronavirus, cette épidémie que nous vivons, m'a fait penser que 1832, ça a été la grande épidémie du choléra morbus. Et c'était l'arrière-fond d'Indiana, qui a été le roman qui a fondé George Sand. George Sand est né avec Indiana. Et puis, il y a eu les émeutes de la rue Transnonain qui l'ont convertie à la République, puisqu'elle est devenue républicaine à ce moment-là. Alors donc, pourquoi pas? J'essaye, mais je ne sais pas si j'irai au bout. On verra bien. Écoutez, nous espérons que vous irez au bout parce que nous espérons vous lire sur ce sujet comme nous avons lu avec tant de profit et de plaisir. Et je vous renouvelle mes remerciements. Je vous dis, j'espère à très bientôt. Portez-vous bien. À vous aussi, Philippe Meyer, et merci de m'avoir invité dans cette émission.